Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. Nous avons du temps devant nous, du temps volé à la nuit pour parler de vous, de vos doutes, de vos fragilités, de vos espoirs. C'est Jeanne et Paul qui vont vous accueillir au 39 21 et c'est Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et bien sûr, vous pouvez également y participer par mail sur le site europe1.fr si vous voulez me faire part de vos commentaires, de vos réflexions suite à un témoignage. Vous pouvez également m'envoyer vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Patrick. Bonsoir. 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 Je vous appelle ce soir parce que ça fait à peu près un mois, un peu plus d'un mois que j'ai rencontré une fille. Oui. Qui est adorable. Oui. J'ai eu le coup de foudre pour elle. Bon, j'ai 43 ans, c'est mon deuxième coup de foudre que j'ai dans ma vie. Malheureusement, ma première est décédée suite à un accident. Oui. Et donc, cette fille, j'ai eu le coup de foudre. Oui. Il est venu le premier jour où je l'ai vu. C'est pas sur ses photos sur le site de rencontre, mais quand je l'ai vu en face de moi. Oui, parce qu'au départ, c'était sur un site de rencontre et dès que vous l'avez rencontré, vraiment, c'était un coup de cœur. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc, cette fille, on s'est rencontrés plusieurs fois. Mmh. Là, à Pâques, j'avais des vacances et donc je lui ai proposé de venir chez elle pendant quelques jours. Et donc, elle a été d'accord. Elle m'a fait connaître ses deux enfants, une fille et un garçon. Oui. Hein, voilà. Et donc, la fille, elle voulait toujours sortir. Bon, la fille, elle a 16 ans. Oui. Elle voulait toujours sortir chez des copines. Rien de mal à ça. On l'a emmené à droite, à gauche pour voir ses copines. Hein, et puis un jour, elle était en collant en laine. Et donc, je dis à sa mère, écoute, ta fille, elle a quand même un cul bien moulé, mais sans arrière-pensée. Hein, oui. C'était sans arrière-pensée. Et donc, vous pouvez parler un peu moins près du combiné parce que la liaison est vraiment pas bonne, Patrick. Je ne sais pas si c'est votre téléphone ou si c'est parce que vous parlez trop près du combiné. Essayez de parler un petit peu plus loin. Ok, ça marche. Oui, là c'est mieux. Merci. Et donc, elle a perdu un peu la confiance en moi. Quand je lui ai dit ça, elle croit que je suis un pervers. Mais c'était sans arrière-pensée, sans mauvaise idée que je lui ai dit ça. Mmh. Oui. Oui, mais est-ce que vous comprenez quand même que ça a pu choquer sa mère parce que vous en parlez, là, elle, c'est sa fille, et vous en parlez en termes crus et très sexués. Mmh. Donc c'est quand même déplacé par rapport au fait que c'est une jeune fille de 16 ans. Et là, vous en parlez comme un homme qui porte un regard comme ça, un peu concupiscent sur une jeune femme. Enfin, vous avez relevé quand même, voilà, le fait que elle était. Vous parlez de son cul, hein, je reprends votre expression quand même. Vous voyez, Enfin, j'ai dit ses fesses, pas cul, mais bon, ça se rejoint. Ça se rejoint, ça c'est clair. Mais bon, ça veut dire que vous la voyez très. C'est plus la fille de cette femme. Il y a quelque chose comme si qui pouvait elle a pu le penser que ça vous excitait, enfin qu'il y avait une image un peu sexuelle. Donc c'est pas étonnant qu'elle ait été choquée. Même si vous n'avez pas, en disant ça, je vous crois tout à fait quand vous dites que vous n'êtes pas un pervers. Mais c'était cette expression est quand même très crue et c'est dans le regard que vous portez sur sa fille qu'elle peut être choquée. Vous voyez, c'est elle. Ouais. Vous parlez pas de n'importe quelle jeune femme qui passe comme ça et vous pouvez dire ah ben elle est bien faite, elle est bien fichue, et bon, elle a de jolies fesses. Vous parlez de la fille de la femme pour qui vous avez eu un coup de cœur. Ouais. Ah oui. Je sais.
Donc depuis, c'est-à-dire qu'elle ne veut plus vous voir? Qu'est-ce qui se passe? Si, elle veut encore me voir, mais déjà, il y a aussi son passé qui ressurgit avec son ex, Oui. hein, qui tapait tout le temps son gamin, enfin le fils. La fille, elle en prenait aussi, c'est ce qu'elle m'a dit, mais moins que le fils. Et donc, elle a peur d'avancer. Elle reste figée. Elle reste figée. Et donc, j'essaye de la comprendre, de la raisonner, hein, mais sur le moment, elle reste figée. Là, d'autant plus, je vais vous dire, enfin, je pense que tout le monde aurait été, en tant que parent, aurait été heurté par ces propos. Vous avez dit ça spontanément, il n'y avait pas, comme vous dites, d'arrière-pensée derrière. Bon, si ce n'est que cette jeune fille, vous avez trouvé qu'elle était bien faite, mais il se trouve que vous en parlez à sa mère. Et vous en avez parlé en termes en plus assez crus. Donc, elle a un réflexe légitime de protection vis-à-vis de sa fille. C'est-à-dire qu'elle se dit, est-ce qu'elle ne fait pas entrer le loup dans la bergerie, très concrètement? Je comprends. D'ailleurs, quand bien même vous vous rendez compte que vous avez un coup de cœur pour elle, et en gros, vous êtes en train de dire que, elle est, voyez-vous, elle est aussi attirante. Il y a quelque chose d'attirant. C'est forcément, ça fait un peu douter. C'est pas de mon âge. C'est pas de mon âge. C'est une gamine. Oui, c'est une gamine. Oui. C'est une gamine. Elle est d'une autre génération que moi. Donc, moi, ça m'intéresse pas. La fille, elle est là. Hein, tant pis ou tant mieux. Hein, mais j'ai le cœur qui s'est ouvert pour sa mère. Oui, mais bon, alors après, c'est vrai que vous savez, il y a des paroles qui peuvent vraiment glacer. Vous voyez, vous vous en rendez compte vous-même. Hein, c'est bon. Alors en plus, vous me dites que cette dame a eu une histoire malheureuse avec un homme qui a été violent avec ses enfants. Donc on peut. Et elle a peur que ça se répète. Oui, bien sûr. Donc elle est d'autant plus vigilante et c'est tout à son honneur, hein. Je n'ai pas envie de lui faire du mal. Mais j'ai pas dit ça, si vous voulez. Mais c'est vrai que cette expression, c'était malheureux, c'était déplacé, voilà. Oui. Bon, donc on peut comprendre qu'elle est maintenant Elle était présente, la jeune fille, d'ailleurs, quand vous avez dit ça. Quand je lui ai dit, non, elle était sortie. Elle était sortie, d'accord. Elle était sortie. Mais bon, mais vous vous êtes revus depuis? C'est-à-dire, parce que vous dites que depuis elle est restée figée, ça veut dire quoi concrètement? Vous vous êtes revus ou elle ne veut pas plus vous voir? On se revoit samedi matin. Bon, moi je travaille à Strasbourg. Oui. Hein, et puis elle est en Lorraine. Il y a 60 km qui nous séparent. Hein, c'est 1 heure de route. Et donc on peut pas faire ça tous les jours. On peut pas faire ça tous les jours. Et comme les week-ends je travaille aussi. Donc, le seul soir que je me prends en libre, c'est le vendredi soir au restaurant, parce que je travaille aussi dans un restaurant. Hein, et donc, je me prends ce soir de libre, parce que le samedi matin, je ne travaille pas à la boulangerie. Et du coup, on va se voir samedi matin. Elle va passer la journée avec moi. Et on va discuter. Il faut que j'arrive à la mettre en confiance. Mais moi, je pense qu'il faudrait que vous vous excusiez. Auprès de la mère. Est-ce que vous l'avez fait? Auprès de la... Non, oui, mais je pense qu'il faudrait vous excuser. Auprès de la mère? Oui. Auprès de la mère, parce que c'est pour ça que je vous demandais si la jeune fille était présente. La jeune fille aurait été présente, c'était à la jeune fille qu'il fallait présenter des excuses, ainsi qu'à sa mère. Mais la jeune fille n'était pas présente. Par après, elle l'a entendu, la fille l'a entendu, parce que le dimanche de Pâques et lundi de Pâques, elle était dans sa famille, et là, ils en ont discuté entre frères et sœurs, et la mère, et puis ça leur convenait pas, et donc la fille, elle a aussi entendu, et je regrette d'avoir dit ces paroles. Oui, mais je crois que vous n'êtes pas un mauvais gars. Il y a pas. Je pense que quelqu'un qui
qui aurait justement, pour reprendre votre expression, de quelqu'un de pervers, aurait justement n'aurait pas dit les choses aussi brutalement, aurait fait les choses de façon plus sournoise, justement. Là, bon, c'est sorti comme ça. Vous avez été frappé par le corps de cette jeune femme qui était bien faite, qui était bon. Voilà, ça a été. Vous l'avez dit avec spontanément, mais c'est vrai que parfois, il vaut mieux tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Hein. On le dit. Bon. Voilà. Parce que, alors en plus, maintenant, le doute est là. Parce que c'est pas seulement le fait de le dire, c'est de le penser. C'est que vous portez un regard quand même d'homme sur une jeune fille et sur sa fille. Donc on peut comprendre qu'elle a un réflexe de protection et qu'elle en ait parlé. Vous voyez, elle en parle en famille. En plus, bon, et je comprends la réaction des oncles et tantes hein, qui disent attention, que ça leur plaise pas, parce qu'on se dit c'est qui ce gars-là ? Voilà. Alors, je pense qu'il faudrait. C'est à la mère qu'il faut présenter des excuses parce que la jeune fille n'était pas présente. Alors maintenant, bon, on en a parlé devant elle. Ça va compliquer vos relations. Si jamais la relation s'engage avec cette dame, ça veut dire que il faut que vous soyez hyper clean. Hein. C'est-à-dire que c'est la fille de la femme pour qui vous avez un coup de cœur. Et quand bien même elle a une apparence de femme déjà, parce qu'à 16 ans, c'est vrai qu'il y a des jeunes filles c'est des femmes. Enfin, on n'y touche pas. Enfin, et donc ça veut dire que, y compris. Mais j'ai pas dit que vous vouliez y toucher. Mais ça veut dire que même dans les paroles, on doit rester chaste. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prononcer des paroles crues et sexuelles. Ce que vous pouvez faire avec cette femme, parce que c'est la femme pour qui vous avez un coup de cœur, pour qui vous avez du désir, et c'est partagé. Eh bien, là, sa fille qui n'est pas la vôtre, évidemment, c'est pas votre fille, mais si vous concevez bien que si vous avez une relation avec sa mère, cette jeune fille, vous devez pas, si vous portez un regard, finalement d'homme sur elle, c'est problématique. C'est pas n'importe quelle fille, c'est la fille de votre amie. Ce qu'il y a aussi, elle n'arrive pas à avancer parce que elle voit son passé, il ressort. Et donc, ça la bloque. Mais si vous voulez, moi je comprends. Elle a peur qu'on lui fasse du mal. Mais elle a une réaction. Je crois que vraiment, ce que vous pouvez faire, c'est profil bas. Même si il s'agit pas de dire, moi je vous sens sincère. Je pense que je vous dis, si vous étiez réellement pervers ou que vous aviez des idées derrière la tête, comme vous dites, vous ne vous y seriez pas pris de cette façon. C'est-à-dire que vous auriez fait en sorte peut-être de vous rapprocher de cette jeune fille, de faire ami avec elle. Et après, pour mieux vous approcher d'elle. Et là, vous avez dit bon, c'est sorti comme ça, comme vous le pensiez. Et c'est certainement dans votre façon d'être. Vous dites les choses un peu brutalement. Et là, ça se retourne contre vous. Et on comprend la réaction de cette dame. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire un peu profil bas et vous excuser auprès d'elle. Dire que vous ne vouliez pas... vous comprenez que vous avez pu la choquer. Que, voilà, vous avez dit les choses comme ça de façon crue. Mais que pour autant vous savez bien que c'est une gamine, je reprends votre expression, et que voilà, vous mentionnez vous-même cette différence d'âge, enfin vous n'avez pas de vue sur elle, c'est elle qui vous intéresse, mais que vos propos étaient déplacés, vous le reconnaissez. Je crois qu'il faut reconnaître, hein. Mais je le reconnais. Eh ben oui, mais dites-lui à elle. Et à ce moment-là, à la jeune fille, si vous sentez une distance, vous en parlez avec sa mère, enfin que elle peut aussi, ça peut la mettre très mal à l'aise. Parce que imaginez-vous à la place de cette jeune fille, sa mère qui rencontre un homme et cet homme qui tient des propos quand même très crus sur elle, ça peut mettre cette jeune fille très mal à l'aise. Donc si vous sentez... Je suis un gars qui est direct. Ce qui me passe par la tête, des fois, je comprends. Sans réfléchir. Oui, mais je comprends. C'est pour ça que je sens pas que vous êtes un mauvais gars. Vous êtes quelqu'un qui, dit les choses comme elles lui viennent, comme elles lui passent par la tête. Donc là, voilà, vous avez trouvé qu'elle a de belles fesses, vous lui avez dit, quoi. Mais il se trouve que, c'est forcément, ça choque. Alors,
je pense que elle peut entendre votre sincérité. J'espère pour vous, parce que vous m'avez l'air sincère. Mais ça veut dire quand même qu'il faut accepter que vos propos à ce moment-là étaient déplacés. Et vous pouvez lui dire que vous avez ce côté comme ça, parfois trop direct. Mais que pour autant, elle vous intéresse pas, sa fille. Ça vous est sorti comme ça. Mais c'est même pas la fête. Ouais. Elle a commencé à savoir que tous les jours, je lui téléphone pendant 1 heure, 2 heures. Donc, elle a remarqué que je suis direct comme ça. Mais quelqu'un qui me connaît pas, il peut prendre. Oui, mais Patrick, vous êtes comme ça, c'est votre façon d'être, mais vous pouvez aussi quand même faire en sorte de les gens à qui vous tenez et vous vous rendez compte que ça se retourne contre vous. C'est-à-dire que cette dame-là, vous y tenez beaucoup, mais ça met votre relation en péril. Donc ça veut dire que parfois, vous pouvez un peu dire, oh là là, je vais peut-être dire une énorme bêtise, il vaut mieux que je me taise. Ça s'apprend. Vous avez ce côté impulsif, mais en l'occurrence, vous voyez, il y a des moments, ça se retourne contre vous, ça vous porte préjudice. Donc, il ne s'agit pas de dire, je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser, parce que là, en l'occurrence... Non, je ne dis pas, c'est à prendre ou à laisser. Non. Cette fille, je l'ai trop dans le cœur. Enfin, la mère, je l'ai trop dans le cœur. Dites-lui comme ça et dire que vous êtes aujourd'hui malheureux, que vous regrettez très sincèrement vos propos, qui étaient, vous comprenez que ça les choquait, blessait, alors qu'il n'y avait aucune arrière-pensée derrière. Je crois que il ne faut pas insister non plus à vous justifier, avoir l'air de vous justifier de ce qu'il n'est pas, mais dire qu'il n'y avait aucune arrière-pensée, que malheureusement vous savez que c'est un de vos travers, ce côté trop direct, trop brutal. D'accord ? Ça, je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'arrière-pensée après ça. Mais ça l'afflige. Après, ça, vous n'y pouvez rien. Ça dépend pas de vous, la suite, c'est-à-dire et ce qu'elle a vécu précédemment avec son homme, l'homme qu'elle avait avant vous, et qui malheureusement a été violent avec les enfants. Donc, on peut comprendre, et c'est tout à fait louable et légitime de la part de cette mère, qu'elle protège ses enfants aujourd'hui. Et qu'elle se dise, je vais pas une deuxième fois leur faire subir d'autres violences. Donc, excusez-vous, et puis vous verrez bien, soit elle va comprendre, entendre que vous êtes sincère et qu'il n'y avait pas d'idées mal placées derrière tout ça, et que vous tenez sincèrement à elle, soit malheureusement, pour vous, elle va garder une méfiance, une peur, et puis tant pis, ça sera comme ça, et puis ça voudra dire que par la suite, quand même, il faut que vous fassiez un peu attention à ce côté trop direct que vous avez. D'accord, Patrick ? Ouais. Bon, mais... Présentez-lui des excuses, c'est important à cette dame, d'accord ? Et pour pouvoir avancer, elle, avec son passé qui ressurgit, moi je lui ai dit de mettre un point à son histoire de son ex. Oui, mais vous ne pouvez pas. Et de fermer les livres. Patrick. Et il y a une autre histoire qui veut bien s'écrire, mais elle n'arrive pas à mettre ce point à cette histoire. Oui, mais Patrick... Ça, c'est son histoire, vous pouvez pas l'effacer d'un coup d'éponge comme ça. C'est bien sûr, il y a une autre histoire, mais il se trouve qu'en plus, il y a une maladresse de votre part. Acceptez vos torts aussi, d'accord ? Ramenez pas, vous dédouanez pas sur l'autre histoire. Acceptez vos torts. Dire oui, c'est vrai, par moment, je suis trop direct et alors qu'il n'y a pas d'arrière-pensée derrière. Mais je reconnais que je comprends que ça ait pu te choquer. Et j'en suis désolée parce que je tiens beaucoup à toi. Voilà, dites-lui les choses comme ça. Et j'espère pour vous qu'elle comprendra. D'accord ? J'espère. Il y a Ninon qui dit j'espère que ça s'arrangera, Patrick, parce que vous avez l'air sincère. Et puis, il y a Carmen qui dit c'est un hommage très maladroit, un peu indirect à la maman sur la beauté de sa fille, mais on peut comprendre que ça fasse peur à cette maman. Donc voilà, dites-lui, et puis en espérant que ça passera pour vous. Merci, Patrick, de votre appel. Au revoir. Je vous remercie. Au revoir. Alors, il y a Luna qui envoie un petit SMS pour Patrick. Vous pouvez dire, par exemple, que vous êtes déformé par des collègues. Oui, c'est ça, c'est défaussé sur les collègues. Ouais, je crois qu'il faut qu'il soit sincère, comme il était, et dire que il est désolé pour ses propos et qu'il tient à elle, parce qu'on sentait qu'il tenait à cette femme. Il y a Poupie qui me dit pas d'accord avec vous, Caro. On peut tout dire, mais avec du respect et des formes.
Oui, enfin là, en tout cas, il n'y avait pas les formes et c'était les formes qui ont suscité cette réaction. Mais pour le coup, de toute façon, c'est jamais très délicat de dire à une femme, qui est la femme pour qui on a un coup de cœur, qu'on trouve sa fille extrêmement séduisante et enfin flattée, faire un hommage à la beauté de sa fille. Vous voyez, c'est pas forcément très délicat, et surtout quand c'est fait de façon aussi crue et aussi directe. Et puis il y a Orchidée qui dit bon tant pis pour cette parole déplacée, essayez maintenant de lui prouver que vous êtes quelqu'un de bien. Voilà, je pense que on sait pas, ça peut pas s'arrêter à cette parole malheureuse et qu'il y a une chance de faire en sorte que ça marche, mais pour ça il faut quand même savoir reconnaître aussi ses torts. On accueille Anna, bonsoir. 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 Oui. Alors, je vous appelle parce que, en fait, depuis le mois d'août, j'ai des conflits beaucoup avec ma fille, qui est mariée, qui vit à l'étranger, et le peu qu'on se voit, ça se finit toujours en dispute, quoi. Et là, elle est venue à Pâques, à 3-4 jours, et au mois de décembre, on est descendu dans le sud dans sa maison de vacances, une villa qu'elle a achetée, et en fait... je propose d'offrir un cadeau à mon mari pour son anniversaire, il est du 29 décembre. Oui. Pour ses 60 ans. Donc, qu'est-ce que je fais? Elle me demande, c'est elle qui me donne l'idée. Elle me dit, bon, comme c'était un cadeau assez cher, elle me dit, je participe. Oui. Elle dit, je te donne la moitié du cadeau. Donc, ça a coûté le cadeau 600 €, donc elle me donnait 300 €. Oui. Et puis elle est venue au mois d'avril, donc j'ai pas parlé du cadeau, j'ai attendu qu'elle m'en parle, parce que quand je parle avec elle, si je vais un peu trop brusque, elle se dispute avec moi. Donc j'étais patiente, j'ai attendu, elle est repartie chez elle. Elle m'a toujours pas parlé de l'argent du cadeau, de me redonner, parce que c'est moi qui ai avancé l'argent en fait. Oui, vous avez le cadeau, donc ça y est, l'anniversaire est passé, vous avez fait le cadeau, voilà, et voilà. Vous deviais faire moitié-moitié, et en fait, elle vous a pas remboursé. Elle m'avait proposé par email, souvent on se parle par email, que je donnais 300 €, voilà. Puis, donc cet après-midi, qu'est-ce que je fais? Je prends l'email qu'elle m'avait envoyé, comme quoi qu'elle participait. Et puis je lui renvoie le papier comme quoi t'as l'intention de me redonner la moitié ou pas, parce que bon, nous on a des petits moyens, parce que bon, elle a quand même une bonne situation, tout ça, son mari aussi, enfin bon, voilà, donc... Oui, puis c'est elle qui avait eu l'idée au départ, donc de c'est elle qui vous avait proposé aussi même l'idée du cadeau. Elle proposé ça au mois de décembre, avant décembre. Oui. Bon, elle a pu oublier, donc vous pouvez lui... je pense pas qu'elle a oublié, non, parce que en fait, quand je lui ai envoyé, donc j'ai renvoyé le message en lui disant que si elle pensait à moi, et elle m'a renvoyé un message qu'elle me faisait qu'un virement de 60 € à la place de 300, parce que c'est 60 € de la famille, les beaux-parents qui étaient à l'année, qui étaient là-bas dans le sud, et d'une tante, enfin, qui ont participé au cadeau. Donc ma fille, comme elle me demande 150 € pour payer l'eau et l'électricité. Donc elle m'invite, elle me fait payer l'eau et l'électricité. Et elle me faisait payer les 150 € parce qu'elle m'avait invitée au mois d'août. J'avais gardé sa fille pendant 15 jours chez moi. On est descendu dans le sud emmener sa fille. Et elle me redemandait 150 € pour les frais de la maison. Moi, quand elle vient à la maison, je lui demande pas d'argent. Attendez, je comprends pas. 150 € pour participer aux frais quand vous allez chez elle? Voilà, parce qu'en fait, c'est une maison qu'ils ont investie pour la louer. Et en fait, j'ai fait le ménage de la chambre, il y avait juste les draps à faire laver. Enfin bref, voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est curieux parce que, enfin, qu'est-ce qu'elle vous fait payer comme ça? Enfin, normalement, quand on invite ses parents chez soi, on fait pas payer le séjour. Voilà. Donc en fait, mon mari. Mais pourquoi vous acceptez de payer? Moi, j'ai pas accepté. Non, mais attendez, c'est que j'ai pas accepté de payer au mois d'août. Je me suis fâchée avec elle au mois d'août. Oui. Et comme je repartais avec mon frère qui était venu en vacances, lui, il a donné 150 €. Mais moi, j'ai dit à ma belle-sœur, j'ai dit, c'est normal que toi, tu donnes 50 €. 150 €, toi, t'es que sa tante. Mais moi, je suis sa mère. Mais, ce qui se passe, c'est que moi, quand les 150 €, je savais même pas. Elle me l'a dit 2 jours avant d'arriver. Elle m'a pas dit ça au début. Et là, pour Noël, elle m'invite à Noël pour fêter Noël là-bas dans le sud, tous ensemble. Mais elle m'a pas parlé que j'aurais payé des frais.
Alors, elle me renvoie ça, comme quoi que comme j'avais 150 € à lui donner du mois d'août et 150 € à mois de Noël, et bien que les 300 €, elle me les avait remboursés, qu'elle m'enverrait que 60 €. Oh là 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 là, c'est des comptes d'apothicaire là, c'est déduit non, bon. alors, Mais vous là, pouvez lui dire que, écoutez, on n'a pas, enfin, ces rapports d'argent, de vous faire payer le séjour. Soit elle vous demande à un moment quelque chose, ou elle vous le faites sous forme d'un cadeau, de quelque chose comme ça. Mais en plus vous dites que vous avez des petits revenus et qu'elle, vous me dites vous, gagne confortablement sa vie avec son mari. Donc pour acheter une maison dans le sud, enfin, écoutez, 5 chambres. Donc quand on invite ses parents, on ne fait pas payer le prix le séjour d'un week-end. Enfin, donc il faut arrêter. Vous pouvez lui dire que vous venez. Bon, vous venez. Elle quand elle vient chez vous, vous lui faites payer le séjour. Non, pas du tout, jamais. Alors, puis en plus j'offre plein de cadeaux à ma petite fille qui est dans ma famille. Enfin c'est là à Pâques. C'est pareil. Bon, il faut arrêter de payer alors. Il faut lui dire voilà. Et puis vous-même, vous ne demandez. Oui, mais vous demandez pas l'argent. Tant pis. Parfois, il faut savoir perdre pour gagner autre chose. Mais il a raison, votre mari. Parce que là, vous vous embrouillez dans des comptes d'apothicaire. Vous me dites que vous êtes en conflit avec votre fille et qu'il y a d'autres choses qu'elle vous fait payer. Et puis après, elle me dit que déjà au mois d'août, elle m'a traité un peu de feignante parce que j'étais assise. Parce que moi, je travaille en usine, donc je suis à la chaîne. Et moi, je suis très fatiguée. J'ai 56 ans. J'ai mal partout. J'ai des problèmes de rhumatisme. Enfin bref. Et là, cet hiver, elle m'a encore fait le même coup. J'étais préparée. Au bout de 3-4 jours, elle m'a dit, maman, tu aides personne. Et alors, c'est mon mari qui débarrassait la table. Oui. Donc, j'ai dit, parce que mon mari débarrasse la table pour une fois. Lui, il fait jamais rien à la maison. J'ai dit, il va me remplacer pour une fois. Il va le faire. Oui. Et elle m'a fait la réflexion, maman, tu te laisses pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis montée dans ma chambre. Et puis je me suis mis à pleurer, évidemment, parce que j'étais pas bien, parce que ça fait depuis. Elle aurait pas pu se lever, elle, aider et débarrasser la table avec son père. Non. Et puis, mais non, parce qu'en plus, il y avait la tante, il y avait il y avait toute la famille. Bon, vous pouvez, il faut sortir de ces relations d'argent, là, où vous-même, voyez, vous y rentrez en disant, et je comprends, au départ, elle avait proposé l'idée du cadeau, et puis, en fait, elle ne vous a pas donné les 300 €, mais parce qu'elle dit que comme vous n'avez pas payé les 150, enfin, vous voyez, de toute façon, il y aura toujours un problème de dette, il y a quelque chose qu'elle ne veut pas accepter. À un moment, il faut sortir de ça, parce que vous rentrez dans le même jeu qu'elle. Vous allez lui envoyer un mail en disant alors quand est-ce que tu me rembourses? Et finalement vous parlez d'argent pour ne pas parler d'autre chose. C'est-à-dire finalement vous pouvez dire à un moment. Je n'ai pas parlé pendant qu'on était là ensemble parce que je voulais pas gâcher. Je voulais profiter de notre petite fille parce que on la voit jamais. Vous avez bien fait. On est isolés et donc en fait son mari il nous aime pas parce qu'il a fait des histoires à Noël disant qu'on était des feignants et tout ça. Alors j'avais offert des cadeaux à toute la famille. Des feignants, mais de quel droit votre gendre vous traite-t-il de la sorte? Parce que c'est un roi, c'est lui qui dirige toute la famille. Même ses parents. Oui, mais enfin, il n'a pas à vous traiter de feignant. Mais c'est pas à nous qu'il a traité, c'est qu'il s'est disputé avec ma fille. Et ma fille, mon mari s'est aperçu de ça. Moi, c'était le jour où je suis montée dans ma chambre quand elle m'a fait une remarque. Et ma fille, elle est rentrée dans le jeu de son mari. C'est-à-dire qu'elle est sortie, elle s'est disputée avec, et mon mari l'a entendu crier. Et quand elle est rentrée, mon mari s'est demandé pourquoi. Et ma fille lui a répondu, c'est parce que toi et maman, vous faites rien. Vous êtes... Vous faites rien, voilà. Après, elle n'a pas à s'ingérer comme ça dans votre vie aujourd'hui, de la même façon que quand vous ne vous levez pas. Non mais l'enfant. Oui, mais complètement. Complètement. Vous n'avez aucune autorité dans cette situation. Non. On a l'impression que vous n'osez pas par moment la remettre à sa place, même si c'est gentiment. Non, parce que je veux pas d'histoire. Oui, mais justement, vous voyez bien, Anna, qu'en ne voulant pas d'histoire, il y en a. Donc, à un moment, face à ces provocations, un peu d'enfant, où elle veut prendre le dessus sur vous, où elle règle des comptes comme ça, il faut un petit peu vous imposer et dire et dire qu'elle se mêle de ce qui la regarde.
En mettant les formes, parce que j'ai bien compris que vous vouliez pas vous disputer. Et puis laissez, franchement, ces questions. N'envoyez pas un mail pour réclamer de l'argent, parce que vous tournez sans. Vous vous embrouillez. Je lui ai téléphoné hier ce soir. J'ai attendu 42 son travail, et puis pour lui dire que j'ai compris que tu voulais pas. J'ai voulu parler après des 150 euros. J'ai dit, c'est quoi cette histoire-là? J'ai dit, mais tu m'en as pas parlé. Pourquoi tu me demandes ça? Enfin bref, parce que si elle me l'avait demandé. Bon, écoutez, de toute façon, là, je suis désolée. Vous lui dites très clairement, je suis désolée. Si, lorsque je viens te voir, je dois régler des frais de pension, eh bien à ce moment-là, je ne viendrai pas. Alors, vous pouvez lui dire, je ne conçois pas les relations. Vous lui dites très clairement, ce ne sont pas mes valeurs, je ne conçois pas les relations, ces termes-là. Donc, effectivement, si quand je viens te voir, je dois payer des frais de séjour, non, moi je ne conçois pas les choses comme ça, donc auquel cas je ne viendrai pas. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'elle me dit que quand je vais dans sa maison du Sud, parce qu'elles ont des frais, vous savez, il y a une agence qui s'occupe. Elle me fait payer des frais, mais elle me dit quand tu viens à Ramuni, que tu paieras rien. Alors là, j'ai rien compris. Vous pourriez lui demander, parce que vous voyez, parfois il faut savoir un peu crever l'abcès, et un jour, quand vous serez un peu tranquillement, pas quand il y a du conflit, de la tension dans l'air, mais quand vous vous retrouvez un peu toutes les deux, dire j'ai l'impression que ces histoires d'argent cachent d'autres problèmes. Finalement, qu'est-ce que tu m'en veux de quoi? Qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi de l'agressivité? Vous lui posez la question, parce que parfois, vous voyez, vous n'êtes pas, vous sentez de la tension entre vous, plus avec vous d'ailleurs qu'avec son père, semble-t-il. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle m'envoie des mails elle m'envoie des livres sur le secret, que quand on veut quelque chose, on l'a. Alors moi, j'ai écrit, mais pour moi toute seule, je me suis écrit une lettre. Parce que quand j'écris, ça me calme. Et j'ai dit plein de choses qu'en fait, on n'avait plus les mêmes valeurs, qu'elle se rappelle plus comment elle a été élevée, parce qu'elle a été élevée en se privant de tout, et que moi, je me suis privée pour eux, pour les élever. Elle a fait des études, elle est avocate. Enfin, vous voyez, elle a une bonne... Mais c'est peut-être ce qu'elle ne supporte pas, de vous devoir autant, paradoxalement. Vous voyez, que vous soyez, parce que pour vous, vous avez, comme vous dites, vous êtes beaucoup privé, vous travaillez à la chaîne. Non, mais il y a des enfants. Non, mais il y a des enfants qui ne supportent pas de devoir quelque chose à leurs parents et qui leur font payer, soit. C'est que j'ai eu un fils qui était handicapé, qui était décédé il y a 6 ans, après l'année du mariage de ma fille, 4 mois après. Et ils étaient proches, parce que j'ai jamais fait de différence entre mon fils qui était handicapé et ma fille. Je savais que ma fille aidait son frère quand je travaillais, parce que j'ai pas voulu arrêter de travailler, et j'ai bien fait du coup, parce que bon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, par exemple, je lui ai offert le permis. Quand elle a eu sa voiture en étudiante, je lui ai prêté ma voiture. Quand elle s'est acheté une voiture, quand elle travaillait, je lui ai offert son assurance. Je payais les réparations. Enfin, j'ai tout essayé. J'ai fait des choses. J'ai pas laissé ma fille. En fait, j'avais pas de différence entre ma fille, mais elle est plus proche de mon mari. Et quand il y a des soucis comme ça, elle dit qu'il faut que je suis malade, il faut que j'aille voir un psy. Et là, depuis le mois de décembre, je me fais suivre par un psy. Et je fais que de rabâcher la même chose. La relation avec votre fille, vous parlez à ce psy de la relation, parce que ça vous préoccupe. Ça me préoccupe parce qu'au mois d'octobre, elle était d'accord pour que je vienne la voir pour l'anniversaire de ma petite fille au mois d'octobre. Donc j'avais fait le nécessaire, parce que je suis en arrêt maladie, parce que j'ai des problèmes. Je suis handicapée d'un bras, j'ai mal au bras et je peux plus travailler. Oui. Et le problème, j'ai envoyé mes papiers à la Sécu pour partir, et 3 jours avant, elle me dit comme ça, elle me dit tu pourras pas rester le week-end d'après. Parce que j'ai des amis qui doivent venir à la maison, et j'ai pas osé demander si les amis allaient venir. Et comme j'étais en contact avec parce que comme j'ai utilisé ça avec ma fille au mois d'août, elle m'a traité de feignante aussi. Et comme je suis repartie avec mon frère, parce que mon mari restait une semaine, je devais reprendre mon travail. Je suis partie avec mon frère 2 jours après. Donc, du coup, je suis partie. Donc, ça s'est calmé. Et de là,
la mère de mon genre était donc en vacances avec nous et elle est comme elle est un peu psy, elle est venue me voir, elle est venue me dire Annick, enfin Anna, enfin il faut que vous vous remettiez de ça, faites pas attention, enfin bon, elle a essayé de nous remonter le moral. Mais, et du coup moi je lui ai envoyé un email au mois de septembre lui disant comment ça s'était bien, comme ils sont allemands, comme elle parle un peu français, je lui ai envoyé un email pour savoir s'ils étaient bien rentrés en Allemagne, tout ça, et elle me dit je vais à l'anniversaire le 14 et le 13. Et c'était ces 2 jours-là qu'elle ne voulait pas que je sois là. Donc, bon, votre fille, il y a des choses, il y a de la tension. Parlez-lui osez lui poser la question. Puisque finalement, non mais Anna, écoutez-moi, vous parlez sans parler à travers des histoires d'argent, de mails, de... Bon. Ouais, à un moment, quand vous serez avec elle, vous lui dites, écoute, je te sens assez agressive à mon égard, qu'est-ce qui se passe ? Tu m'en veux ? Non mais Anna, il faut parfois laisser de côté votre mari. C'est entre vous et votre fille, d'accord ? Donc en fait, il se met entre nous parce qu'il veut pas que. Oui, mais bon. Parce que lui, il a peur qu'elle sache. Non mais Anna, vous avez tellement peur du conflit que vous n'osez pas aborder les choses avec votre fille, ce qui peut parfois détendre la situation. C'est d'accepter. Anna, attends, écoutez-moi. Anna, ce qui peut détendre un peu la situation, quand il y a comme ça quelque chose de conflictuel entre un parent et un enfant adulte, c'est d'oser demander à l'enfant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu me reproches, et de pouvoir entendre. D'accord ? Il s'agit pas. Non mais Anna, il s'agit pas de vous accabler de tout. Il s'agit à un moment de crever l'abcès et de pouvoir permettre à l'enfant, même adulte, de dire ce qu'il a à dire. Alors ça va être des choses de l'enfance, des choses où vous n'allez pas forcément être d'accord avec elle, mais au moins elle pourra vous le dire plutôt que de vous le faire payer. Oui, mais écoutez, vous avez peur du conflit, ça vous empoisonne l'existence, et finalement vous êtes toujours en lien sans oser dire les choses. Osez. Prenez ayez le courage de lui demander ce qui se passe. Au moins, votre fille se rendra compte que vous n'êtes pas dupe de tout ça et vous pourrez lui dire, bon, moi, je vais pas, qu'est-ce que tu me fais payer, en tout cas, et ne plus payer matériellement. Vous n'avez pas à payer votre fille. Parce que vous savez qu'elle m'a dit, en plus, elle me dit, je vais être obligée de le cacher à... Comment dire ? Parce qu'en fait, elle dit, je vais être obligée elle a parlé de son mari. Bon. Je vais être obligée de ne pas lui dire. Alors moi, ce que je vais faire, parce que comme lui, il est en conflit avec. Mais non, mais le problème, je me pose la question si ça vient pas de lui. Bon, écoutez, Anna, vous déplacez le problème. Peut-être que peut-être. Non, mais j'imagine plein de choses en fait. Oui, mais et du coup, vous avez du mal à entendre. Vous êtes, vous faites le scénario, vous faites tout dans votre tête, vous dites que vous allez voir un psy pour en parler et vous êtes complètement embrouillé, vous avez du mal à entendre ce qu'on vous dit. Oui, bien sûr que votre gendre peut jeter de l'huile sur le feu. Ça arrive malheureusement que au lieu d'apaiser un conflit entre un parent et un enfant adulte, le gendre ou la belle-fille, parce que lui-même a eu des difficultés avec ses propres parents et qu'il n'ose pas les en parler directement avec eux, mais il règle ça à travers les beaux-parents. Donc c'est possible. Pour autant, vous n'allez pas entrer en conflit avec votre gendre. C'est pas avec votre gendre que ça se joue. Ah bon, c'est avec... on risque pas de se gonfler. Bon, très bien. Mais parlez à votre fille. Il s'isole. En fait, parlez à votre fille et n'acceptez pas tout d'elle parce que vous acceptez trop de choses d'elle. Ben, je crois que je me plie à elle de peur de la perdre en fait. Oui, parce mais si vous voulez. Mon fils, et du coup, maintenant, j'ai l'impression que je perds ma fille. Oui, mais Anna, non, vous ne la perdez pas parce qu'elle est toujours en lien avec vous. Mais vous ne, à tout accepter, à tout subir, vous ne vous faites pas respecter. Or, votre fille, elle a quand même besoin de rencontrer quelqu'un en face d'elle et pas une mère qui plie à tout. Or là, vous avez tellement peur de la perdre que vous acceptez tout et n'importe quoi. Et vous la laissez, non mais Anna, laissez-moi terminer. Vous la laissez devenir tyrannique avec vous. Et ça ne va pas. Que je vous ai pas dit, c'est qu'en plus, ça m'a giflé il y a 3-4 après. Oui, écoutez, alors là, c'est le pompon. Elle m'a giflé tout ça parce que je pense qu'elle avait un problème avec son mari. Et en fait, mais peu importe.
Elle voulait agresser son mari, elle m'a agressé moi. Oui, non, mais fait, Anna... C'est moi le commis. Ben oui, elle savait très bien que moi... Anna, vous n'êtes pas le punching ball de votre fille et vous n'avez pas à tout accepter de votre fille. Donc, bon, votre fille n'a pas à vous gifler. Votre fille n'a pas à mal vous parler et à trop tout accepter, vous faites que vous ne vous faites plus respecter. Donc à un moment, votre fille aussi, ce dont elle a besoin, c'est peut-être que vous repreniez le dessus dans cette relation et que vous vous affirmiez davantage. Et que votre mari, puisque vous me parlez de votre mari, que lui se manifeste, puisqu'elle n'est pas en conflit avec son père, et qu'il lui dise « je te demande de respecter ta mère ». C'est-à-dire que quand elle a cette attitude-là et que votre mari est témoin de ça, il faut vraiment que votre mari lui dise « Maintenant, ça suffit, je te demande de respecter ta mère ». Mais vous devez vous respecter. Et c'est-à-dire que dans cette escalade, eh bien, ça ne résout rien de ne pas vous positionner. Bon courage à vous en tout cas, Anna. Au revoir. Alors des messages qui arrivent justement au 7 39 21 de Marc qui dit mais Anna, votre fille doit vous respecter. Annie qui dit elle a une attitude méprisante envers vous. Elle donne l'impression de vouloir diriger votre vie. Attention qu'elle ne vous coupe pas de toute relation avec votre petite fille. Et c'est ce que dit Guy aussi. Oui, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faille tout accepter comme le fait Anna, parce que on comprend bien. Anna nous disait qu'elle avait perdu son fils, un fils handicapé, et qu'elle avait aujourd'hui très peur de sa fille rester sa seule enfant, de perdre ce contact-là. Mais quand on accepte tout pour ne pas perdre la relation, finalement, au final, c'est pas une bonne chose parce que sa fille, elle a besoin, même adulte, là, de rencontrer des limites. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose certainement à voir avec le frère handicapé, ou même si Anna disait qu'elle s'était occupée des deux de la même façon, forcément un enfant handicapé sollicite beaucoup plus l'attention, accapare beaucoup plus l'attention, et c'est bien, ça se comprend, des parents qui le protègent beaucoup plus que notre enfant, donc il peut y avoir des choses comme ça à régler de ce côté-là, mais en tout cas pas à n'importe quel prix, puisqu'on voit bien que derrière, comme le dit Corinne, votre fille vous fait payer quelque chose au sens propre, essayer de comprendre plutôt ce qui se cache derrière ce comportement, mais comprendre ne veut pas dire encore une fois tout accepter. Bonsoir Hélène. Hélène, vous êtes avec Caroline. nous? Bonsoir. Oui. Voilà, bon, moi je vous appelle parce que j'ai un problème à régler, je dirais un petit peu dans l'urgence maintenant. Je suis mariée depuis 32 ans. Et je passe mon mari suite à une violente dispute que nous avons eue au mois de mai. Mon mari est parti vivre chez sa sœur et de cette date-là, il a également arrêté son entreprise. Donc je me suis retrouvée licenciée et depuis cette date-là, je ne peux absolument plus avoir aucun contact avec lui. Il refuse tout dialogue, tout contact. Et je passe en conciliation mardi. Et j'appréhende un petit peu ce qui va se passer. J'ai vu mon avocat cette semaine qui n'a toujours rien reçu de l'avocat de mon mari. Et on ne sait pas pourquoi, donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer et j'aurais besoin de conseils. Mais qu'est-ce que vous appréhendez ? Ce qui va se passer lors de la conciliation, je ne sais pas ce que mon mari va dire parce que j'ai entendu que par ma belle-mère qui prétendait que je lui avais volé son entreprise. Enfin bon, c'est quand même des choses assez bizarres, assez complexes. Bon, je sais que là, mon mari est en Oui, mais on ne peut pas dépression. accuser de cette façon-là. Voilà. Donc bon, vous voyez, après tout, elle peut dire ça, mais voler son entreprise, dans les faits, on va voir si, qu'est-ce qu'il va pas à ce moment-là, il n'a pas fait de plainte au pénal, il vous poursuit pas pour escroquerie, c'est un divorce, c'est une conciliation. Non, donc après que la famille s'en mêle et règle des comptes et bon, ça c'est une chose. Mais si vous voulez, le juge, lui, il va pas s'occuper de tout ça. Hein.
des ragots de famille. C'est-à-dire que lui, au niveau de la conciliation, il va vous demander, il veut s'assurer si vous êtes toujours bien d'accord pour divorcer ou s'il y a une conciliation possible. Alors, votre avocat ne vous a pas expliqué? Ben, pas tellement, non. Il faut lui demander. Il faut lui demander, hein, votre avocat est là pour ça. Parce que même mon avocat ne comprend pas trop comment agit l'avocat de mon mari. Alors, en sachant qu'en plus, mon mari a obtenu l'aide juridictionnelle, est en train de demander le RSA, etc., alors qu'il avait une entreprise qu'on gérait ensemble depuis 17 ans. Et qu'est-ce qu'elle devient alors, l'entreprise, là Bien, a priori, il a arrêté de travailler, mais bon... Oui, mais vous me dites que vous la gériez ensemble, donc vous qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Ben, moi, j'étais salariée, ce qui fait que moi, il m'a licenciée. D'accord. Étant donné qu'il ne voulait pas, quand j'ai voulu m'inscrire à Pôle emploi, il m'a fallu effectivement des papiers, comme quoi j'étais licenciée, il ne voulait pas me donner les papiers, ce qui fait qu'il a fallu que je le mette au prud'homme pour obtenir les papiers. Voilà. Mais là, vous me dites qu'il est en dépression, votre mari. Oui. Et il est en depuis la séparation ou avant? Depuis qu'il est parti, il ne veut plus travailler. D'après mon fils, il aurait même commencé à boire. J'ai eu des échos. Il s'est coupé de tout le monde. Mais qu'est-ce que vous souhaitez, vous, Hélène? Vous souhaitez poursuivre la procédure de divorce ou vous interrogez? Moi, de toute façon, je ne voulais pas, au départ, je ne voulais absolument pas divorcer. Je dirais qu'il y a eu une grosse dispute et pendant cette dispute, je lui ai dit, écoute, de toute façon, maintenant, ça suffit, on fait un break, tu t'en vas, etc. Donc, il est parti chez sa sœur, et de ce jour-là, il a dit c'est terminé, je ne reviens plus. Ce qui fait que je lui ai envoyé moi un courrier, mais bon, c'est quelqu'un qui ne gère plus rien, c'est-à-dire que depuis le mois de mai l'année dernière qu'il est parti, il n'est jamais revenu chercher son courrier à la maison. Donc son courrier, c'est il laisse tout à la maison. Il laisse tout aller, absolument. Mais vous ne souhaitiez pas divorcer, mais aujourd'hui, vous en êtes où par rapport à ça? Aujourd'hui, vu tout ce qui a été fait, il a été porté plainte contre moi parce que je lui avais refusé l'accès au domicile conjugal. Il voulait me faire passer puisque l'intercation est venue suite au fait qu'il avait fait intervenir les pompiers pour me faire interner, pour me faire passer pour folle. Et les pompiers sont venus et nous ont séparés immédiatement, nous ont fait discuter et m'ont dit, écoutez, nous on ne voit pas de nécessité de vous interner. Donc ils ont demandé à mon mari s'il voulait poursuivre dans cette démarche-là. Et là, il s'est un peu, je dirais, il a dit non, mais c'était pas vraiment ce que je voulais. Enfin, mais il avait déjà demandé également à mes parents le fait qu'il fallait me faire interner, que j'étais dangereuse. C'est une des raisons pour lesquelles je lui ai dit que ça ne pouvait plus durer et qu'il fallait absolument qu'on fasse un break. Mais ça faisait des années que moi je demandais un break. Mais un break, c'était pour se repositionner, c'était pour se faire aider, c'était pour essayer d'avoir un thérapeute. Il ne l'a pas souhaité. Voilà, il ne veut pas. Donc, et puis là, il va très mal. Écoutez, il faut que vous demandiez à votre avocat, parce que je comprends que dans le contexte que vous décrivez, avec ce niveau de tension entre vous deux, vous appréhendiez cette rencontre. Cela dit, vous serez accompagné de vos avocats respectifs qui vont défendre vos intérêts et où le juge va essayer de dépassionner un peu toute cette histoire. Vous, c'est évidemment, sur un plan personnel, c'est très pénible. On a du mal à le dépassionner, oui. Oui, mais si vous voulez, vous n'allez pas être dans une confrontation là directe, c'est-à-dire vous avez vos avocats respectifs qui peuvent parler en votre nom, et puis vous avez le juge aussi qui va essayer de voir. Après, déjà voir si vous voulez continuer la procédure ou pas, et à partir de là, ça sera vos avocats respectifs qui vont faire valoir vos intérêts pour que vous ne soyez pas lésés non plus trop financièrement, puisque déjà moralement c'est lourd cette situation. C'est très lourd. Oui, vraiment bien très sûr. Difficile, oui, c'est qu'est-ce qui se passe
que j'ai encore une fille étudiante qu'il a complètement laissé tomber les études de sa fille, qui ne voit plus sa fille. Enfin, son fils, et c'est encore, mon fils n'habite pas en France, mais chaque fois qu'il vient, puisque pour raison professionnelle, il travaille à l'étranger, mais chaque fois qu'il vient, il est encore venu pour Pâques et il a vu son père pour prendre un café avec son père, essayer de le ramener à la raison. Et il dit non, il est buté, borné, il ne veut rien entendre ni de moi, il ne veut... Non, mais il va très mal, apparemment, vu ce que vous décrivez. Bon, il laisse tout, il casse tout ce qu'il a construit jusqu'à présent. Il casse tout ce qui a été construit pendant 32 ans ensemble. Bon, mais votre avocat, vous pouvez en parler ça à votre avocat pour que votre avocat, il ne s'agit pas d'être agressif, hein, c'est jamais bon comme... moi je suis pas avocate, mais de dire que peut-être il y a un problème, voyez, qui ne va pas bien, enfin laisser entendre que il laisse pour le moment tout aller et que vous, il faut que vous en sortiez sans trop y laisser de plumes. En tout cas, moralement déjà c'est difficile, mais en plus financièrement, c'est votre mari là, il faut qu'il se ressaisisse et j'espère que dans son entourage, quelqu'un va lui dire, lui de son côté, de se faire aider parce que si déjà il est soutenu et soigné pour sa dépression, ça sera moins compliqué pour vous pour la procédure, c'est-à-dire qu'il réglera moins de comptes avec vous. Ce que je vous souhaite en tout cas. Bon courage en tout cas. Au revoir Hélène. Deuxième heure de votre libre antenne, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. Vous pouvez continuer à appeler le 3921 pour me parler de vous et vous pouvez aussi réagir aux différents témoignages par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit ainsi que par mail sur le site europe1.fr. Bonsoir Yves. Bonsoir Caroline. Bonsoir, ça fait plaisir, ça faisait un moment qu'on ne vous avait pas entendu. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas parlé. C'est vrai. J'avais un message en plus il y a 2-3 jours de quelqu'un, j'ai plus le prénom, mais qui disait mais que devient l'ami cinéma, monsieur cinéma, Yves. Donc cette personne, j'espère qu'elle est à l'écoute, elle va être heureuse de vous entendre. Parfait, c'est très gentil. Vous savez, Caroline, lundi dernier, j'étais invité à manger chez mon neveu. Je suis revenu à minuit. J'ai mis Europe 1 et j'ai entendu une voix d'homme. Ça surprend, hein? Ça m'a surpris et au bout d'un moment, je me suis dit, mais je connais cette voix. Hop. Putain, je me suis dit, c'est Jean-Marie Bigard. Ah, vous l'avez reconnu, oui. Il a une voix très caractéristique. Oui. Elle est comme reconnaissable. Je l'ai écouté jusqu'au bout, évidemment. Oui. Bon, vous transmettez mes amitiés à Jean-Marie Bigard parce que je l'ai trouvé formidable. Et je savais déjà que c'était sous le sketch de plus ou moins de vulgarité, de grivoiserie, c'est un homme de cœur. Mais ça, je le savais déjà. Et c'est un mec bien. Oui. Et c'est très sympathique pour lui, parce que c'est le lendemain que je me suis rendu compte que c'était le 1er avril. Que c'était un poisson d'avril et qu'il a pris l'antenne à votre place et c'était très sympa de sa part et qui s'est très bien tenu. Tout à fait, c'est là en ça qu'il a été très respectueux du concept même de l'émission, c'est-à-dire qu'il a pas été dans son personnage et comme vous dites, au-delà de son personnage, c'est quelqu'un, un homme de cœur véritablement et il a été, et je trouve que l'exercice était vraiment, c'est compliqué de prendre comme ça. Enfin, il a complètement changé de registre et je trouve qu'il a été vraiment formidable de justesse, de sincérité. De registre parce que c'est un mec de cœur, mais bien sûr, très sympathique. Non, mais changer de registre par rapport à là, il a été là où on ne l'attendait pas. C'est ce que je veux dire. Voilà, c'est dans ce. Bien sûr que il n'a pas fait du Jean-Marie Bigard comme on aurait pu l'attendre. Mais bien sûr. Bien
sûr. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Oui, mais tout à fait. Parce que mais c'est intéressant parce qu'on a toujours tendance à coller des étiquettes aux gens et c'est important d'aller au-delà de l'apparence des choses parce que comme vous dites, il a une très grande sensibilité et un très grand cœur surtout. Je m'en étais déjà aperçu depuis longtemps, oui. Ouais. Et alors, moi je vous appelle ce soir parce que, côté cinéma, n'est-ce pas? Oui. Et j'ai vu cet après-midi un film qui est sorti dans ma ville de dimension moyenne. Votre belle ville de Pau. De Pau. Et c'est un film qui est sorti il y a 3 semaines, donc ça veut dire que le côté publicitaire est tombé, on n'en parle plus, et c'est dommage. C'est Camille Claudel, 1915, de Bruno Dumont, avec Juliette Binoche. C'est un film que j'ai vu cet après-midi et que j'ai adoré. C'est un film extraordinaire. Alors, ça n'a rien à voir avec le Camille Claudel qu'a fait Bruno Luyten dans les années 80 avec Adjani et dans le rôle de Camille Claudel et Depardieu dans le rôle de Rodin. Ça n'a rien à voir. Elle était excellente, Adjani, dans ce rôle. Oui. Elle était extraordinaire. Je ne parle pas de la performance des comédiens. Oui, mais il n'a pas pris du tout sous cet angle-là, vous voulez dire? Non, du tout. On pensait beaucoup pensaient que c'était la suite de ce film-là, pas du tout. Là, il s'agit, d'ailleurs, c'est dans le titre, Camille Claudel, 1915. 1915, c'est la période où Camille Claudel, elle était enfermée dans un asile psychiatrique. Du côté d'Avignon, pour l'éloigner de la guerre vis-à-vis de sa famille. Et Juliette Binoche, elle est extraordinaire. Ah oui, elle est toujours très juste. Enfin, là, en plus dans cette période de sa vie où elle est internée, donc où elle incarne elle est internée, voilà. La folie. Alors, le mystère du film, le film ne le dévoile pas, c'est pourquoi elle a été internée dans un endroit comme ça, dans un asile psychiatrique par son frère et par sa mère, par sa famille, quoi. Et le film ne le dévoile pas. Le film ne le dévoile pas. Et dans la réalité, on sait dans sa vie pourquoi justement... Écoutez, je ne sais pas, je ne me suis pas encore renseigné, il faudrait que je le fasse. Mais le film, c'est sur 3 jours de sa vie, en 1915, dans l'hôpital psychiatrique. Et ce qui m'a stupéfait dans ce film, c'est la mise en scène de Bruno Dumont, en dehors du jeu de Juliette Binoche, qui est formidable, mais c'est la mise en scène de Bruno Dumont qui est extraordinaire. Il y a un contraste entre l'intérieur de l'asile psychiatrique, c'est-à-dire les murs gris, le côté sombre, et tous les figurants. Ça a été tourné dans un véritable asile psychiatrique où les figurants sont des véritables malades mentaux, quoi. D'accord, les figurants ne sont pas des comédiens ou des gens... D'accord, ça a été vraiment filmé. Mais donc cet asile existe toujours dans ce... Parce que heureusement, les hôpitaux psychiatriques, d'ailleurs on ne dit plus asile, aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient quand même. C'est étonnant, d'un point de vue déontologique, ils ont fait... c'est de véritables malades qui sont à l'écran. D'accord. Je pense, oui. Et alors, et les scènes qui sont à l'extérieur des films, il y a la luminosité du Luberon, du département du Vaucluse, le contraste. Où le soleil éclate, et c'est fabuleux. J'adore Bruno Dumont. Il ne faut pas voir que la performance de Juliette Binoche qui est extraordinaire, mais il faut voir la mise en scène de Bruno Dumont qui est un cinéaste que j'adore depuis ses débuts, mais seulement il n'est pas très connu, et c'est un cinéaste français et qui n'est pas médiatisé, mais bon,
voilà un film qui est sorti il y a 3 semaines. On en a pas mal parlé. Oui, on en a parlé, mais. Ça ne rencontre pas le succès qu'il mérite, vous voulez dire? Non, je ne sais pas. Je sais pas. J'avoue que je ne suis pas allée le voir, mais toujours vous donner envie. Je vois d'ailleurs des messages. Mais il y a quelqu'un, il envoie 6 SMS pour dire Yves, le retour de notre cinéphile à l'accent magique, comme j'aime l'entendre. Attention, votre passion, qu'elle ne vous coûte pas trop cher, hein, quand même, cher ami, là, parce que j'ai 6 SMS pour vous du même auditeur. Hein. C'est bon, il vous aime. Il y a également Margaret qui dit je suis toujours très contente d'entendre Yves, et plus encore quand il nous parle de cinéma. Mais enfin, vous nous appelez pour nous parler de cinéma. Hein. Et puis, il y a Sergio, amical poignée de main à l'homme du Sud-Ouest. Et il y a First Lisa qui vous demande si vous avez vu Queen de Montreuil. Elle est là. Non, je n'ai pas vu Queen de Montreuil, non. Et alors, il y a Nico qui dit si vous aimez Bruno Dumont, il a fait un très beau film mystique, Adwich. Oui, j'ai vu. Vous l'avez vu? Je l'ai vu sur Arte il y a un mois à minuit, oui, je l'ai vu, oui. Oui. Ah, c'est très particulier. Le cinéma de Bruno Dumont est très particulier. Il est venu à Pau, dans la salle où je vais, il y a un an et demi, pour présenter Hors Satan. Et Hors Satan, c'est très mystique. C'est on ne sait pas ce qu'on a vu, mais quand Bruno Dumont monte sur scène, il nous explique ce qu'il a vu, et quand on l'écoute, on a tout compris, quoi. C'est fabuleux. Mais Bruno Dumont, c'est un cinéaste radical. Je vous dis une chose, c'est que Camille Claudel, c'est Juliette Binoche qui a contacté Bruno Dumont, parce que elle connaissait le film qu'il avait fait précédemment. Elle lui a dit je veux faire un film avec vous. Il avait des idées sur Camille Claudel. Et il lui a dit, je vous prends à l'essai, on verra bien. Parce que c'est un merveilleux sujet. Hein, oui, et puis Bruno Dumont, il prend toujours des acteurs non professionnels. Alors je pense que... Oui, mais là, c'est particulier si ça a été filmé dans un asile. Il y a Feuille d'érable, vous disiez qu'on ne sait pas finalement pourquoi sa famille l'avait fait enfermer, qui dit est-ce qu'elle n'a pas été enfermée pour l'éloigner de Rodin, puisque sa famille n'était pas vraiment pour cette relation, qu'il a... le grand amour avec Rodin... C'était la perte de Camille Claudel, elle s'est perdue dans cette histoire. Elle avait d'autres. Elle était comme Dali, d'ailleurs. Je crois que c'était, comme on parle d'un enfant dit de remplacement, hein, c'est-à-dire qu'il y avait eu une mort avant elle d'enfant, d'une petite fille, je crois, hein, si je ne crois pas me tromper. Enfin, il y avait Dali aussi, où on le voit dans ces tableaux avec la mort d'un enfant, d'un frère, où l'enfant, ce sont des enfants de remplacement, ce qui est terrible. Le terme veut bien dire ce qu'il veut dire. Ils ont du mal ils n'existent pas pour eux-mêmes. En même temps, avec quelle force dans leur art, hein, que ce soit Dali ou Camille Claudel, mais à quel prix aussi. Heureusement, il y avait la création qui permettait, s'ils n'avaient pas eu la création, ils auraient complètement basculé. Mais ce qui est dit dans le film Camille Claudel de Dumont, c'est que c'est la deuxième partie du film, c'est la visite avec son frère Paul Claudel, illustre dramaturge, écrivain dramaturge. Oui. Mais excusez-moi du terme, Caroline, mais Bruno Dumont, il est athée, mais à quel point Paul Claudel est passé pour un imbécile de chrétien. Alors, que faut-il en penser? Je ne sais pas. On ne va pas répondre à ça, on va laisser à chacun le soin d'y apporter son interprétation. En tout cas, il y a Violaine qui dit merveilleux, j'ai adoré, allez le voir, c'est vraiment très beau à tout point de vue. C'est un très beau film. Merci. Et même sur la mise en scène. Je voudrais vous dire 2 mots. Michael aussi qui dit j'ai vu le film, c'est une merveille. Hein, oui, c'est une merveille. Camille Claudel, oui. Et bien, il faut le voir, mais seulement il y a très peu de copies qui sont distribuées en France, et elles ne sont pas distribuées partout. Et je suis à Pau, et le film est sorti il y a 3 semaines, il n'est sorti que hier. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Yves, et puis une prochaine nuit pour parler de cinéma. 2 petits mots sur le film d'Almodovar,
Les Amants passagers, que j'adore. J'adore Pedro Almodóvar, mais son film, il est un peu mineur. Je voulais dire une chose, c'est que la gaudriole sur l'homosexualité, ça ne peut pas durer 1h40. Ce qui fait que une demi-heure avant le film, j'étais un peu fatigué de ce film, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Vous n'avez pas été emballé par celui-ci. C'est Almodóvar, mais c'est pas son meilleur. Ah, bon. Loin de là. Bon, on attendra le prochain alors, parce qu'il est très productif. Je vous embrasse, Yves. Merci beaucoup. Caroline. À une prochaine nuit. Au revoir. Bonsoir Muriel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, je suis heureuse de vous parler. Je ne savais pas qu'un jour je vous parlerais. Parce que ça fait depuis le début que je vous écoute régulièrement. Mais je vous remercie. Oui, et vous êtes quelqu'un de formidable. Et c'est pour ça que je vous appelle ce soir. Parce que moi, je suis dans une souffrance, on va dire. C'est-à-dire que, à la fois, j'ai papa qui est à l'hôpital. Mon papa est à l'hôpital. Ça fait déjà 3 fois qu'il est hospitalisé en 6 mois, là. Ma sœur qui est à l'hôpital et maman qui va pas bien. Donc tout ça sur mes épaules. Oui. Et c'est difficile. Et moi, je souffre aussi. Parce que là, j'ai l'impression que... l'impression d'avoir le ciel qui me tombe sur la tête. Et il faut que je marche quand même. Et oui, vous avez en plus de votre inquiétude, de votre souffrance, c'est vous qui portez toute votre famille, là. Voilà. Oui. Exactement. Et quel âge a votre père? Papa a 81 ans. Oui. Et il est hospitalisé? S'il a quelque chose, une maladie chronique? Oui, tout à fait. Donc lui, il a une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire. Oui. Il fait des édèmes. Mais ça fait depuis 7 mois maintenant. Donc il est hospitalisé et puis après il revient à la maison. Après il revient à la maison, en effet. Oui. Et bon, il revient, il va en convalescence 15 jours, 3 semaines. Il revient à la maison, maman est fatiguée. Et maman est agressive envers moi. Donc là, elle m'a envoyé carrément chez moi, là où j'habite. C'est-à-dire que là, elle m'a dit que c'était à moi de prendre le relais. Et je comprends ça. Hein. Auprès de votre père? Oui, c'est-à-dire que maman, elle en a vraiment marre. Elle est fatiguée, oui, de devoir le soigner, de s'en occuper. Oui, c'est ça, quand vous dites qu'elle va pas bien, c'est moralement et puis un peu physiquement. Oui. Elle est fatiguée aussi des soins que ça nécessite, l'état de santé de votre père. Maman, c'était une personne qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui a toujours été, elle n'a jamais été habituée à gérer les papiers, etc. Enfin, tout ce qu'il y a à gérer dans une vie quotidienne. Donc du coup, elle s'est retrouvée comme ça à dire comment je fais tout, comment je fais ça, comment je fais ça. Et puis, mais en même temps, elle ne veut pas que je la conseille. Elle ne veut pas que... Oui, elle veut quand même garder son rôle. Voilà. Elle est la mère et vous êtes la fille. Mais elle a besoin que vous preniez le relais parce qu'elle est fatiguée. Et il ne pourrait pas y avoir quelqu'un qui viendrait un peu à domicile. Il n'y a pas une possibilité... Oui. Pour vous seconder un peu et soulager votre mère aussi parce que... Oui. C'est-à-dire que moi, depuis que papa est ici hospitalisé à côté de moi, c'est moi qui m'en occupe depuis une semaine là qu'il est hospitalisé de nouveau. Donc c'est moi qui vais le voir tous les jours, c'est moi qui m'en occupe. Et puis moi j'ai demandé à rencontrer le médecin, demander un rendez-vous avec le médecin. Je l'ai vu hier. Donc c'est une dame. Et j'ai discuté avec elle de tout ça. Elle me dit justement votre maman elle a besoin d'être aidée à la maison parce que là de toute façon papa il n'est pas question qu'il sorte là maintenant.
Là, c'est pas possible. Hein. Oui. Il est tellement fatigué. À la limite, il est mieux, comme vous dites, il est mieux pris en charge et là, il a vraiment une équipe qui s'occupe de lui. Et puis, pour votre mère, ça lui permet aussi peut-être un peu de souffler et de récupérer un peu physiquement et moralement. Oui, quand mais il n'est pas là. Je vais vous dire d'autres choses après. C'est-à-dire que, le médecin, je l'ai rencontré hier. Donc, on a mis ensemble un ensemble de choses à mettre en œuvre pour que maman soit aidée à la maison quand papa rentrera, etc. On va mettre ça en œuvre. Sauf que maman, elle est agressive envers moi. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, moi je souffre par rapport à ça parce qu'elle me dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Hier, elle est allée, alors que je n'étais pas au courant, elle est allée voir papa pour lui amener quelques vêtements, etc. Mais elle ne m'avait pas prévenue. Oui. Et alors, elle savait très bien que j'avais rendez-vous avec le médecin. Elle est partie juste avant. Comme si elle se décharge de tout, quoi. Oui, mais ça, attention quand même. C'est-à-dire que dans la mesure où votre mère, ce n'est pas un problème de santé physique. Non. Donc, vous voyez, il ne faut pas quand même qu'elle se décharge non plus complètement sur vous. C'est-à-dire que le rendez-vous avec le médecin, vous auriez pu, si elle vous le demandait, peut-être ça la rassurer, être présente auprès d'elle, mais en même temps... J'aurais aimé qu'elle soit près de moi. Oui, il faut, la prochaine fois, veillez à ce que vous dites bien, dire le médecin souhaite te voir également. Parce que le médecin, je ne sais pas comment elle a compris ça, mais elle a dit à papa, de toute façon, voilà, donc elle s'adressait à moi et à papa, parce que moi je l'ai vu d'abord dans son bureau, elle m'a expliqué exactement les choses. J'ai pas dit à maman, j'ai pas dit à papa, il en est ce qui... Voilà. Papa, son cœur est très fatigué. C'est une chose que je dois admettre, mais que j'ai pas dite. J'ai rien dit. Et moi, je pèse tout sur moi. Oui, quoi. c'est vous qui avez tout... Outre la fatigue que cela occasionne, d'être auprès d'eux, de vous en occuper, il y a en plus l'angoisse et puis le chagrin. Elle était là, je l'ai croisée dans le couloir, comme si... Alors, j'étais en avance par rapport à l'horaire que j'avais avec le médecin, parce que moi, j'y vais tous les jours. Et je m'occupe de papa, et c'est normal. Hein, ils s'entendaient bien, Elle m'a dit carrément, tu prends la relève. Non, mais vous pouvez pas tout prendre. C'est-à-dire que dire que vous travaillez, vous Non, moi je travaille pas, parce que malheureusement, personne ne veut de moi, pour l'instant. Vous êtes en recherche d'emploi ? Oui. D'accord. Oui, donc ça facilite pas les choses parce que du coup, vous avez même pas... on dit que vous êtes d'autant plus disponible. Vous vivez seul ? Oui, je suis seule. Oui, donc c'est ça. En plus, voilà, vous pouvez pas vous dire que vous avez aussi votre propre famille à vous occuper. Ce qui ne veut pas dire que vous ne soyez pas présente, qu'il ne faut pas être présente pour vos parents. Mes enfants sont adultes. D'accord. Mes enfants s'assument. Mais ils sont, je suis très proche d'eux, évidemment. Et vous avez une sœur, vous êtes que 2 filles ? Oui. Et votre sœur est hospitalisée aussi ? Une sœur qui est aussi à l'hôpital, dont je m'occupe. Mais votre sœur, elle n'a pas de famille, elle n'a pas de mari, elle n'a pas de... Non. Elle vit seule ? Oui. Mais votre sœur, c'est quelque chose qui va... Problème. Elle a un grave problème de santé ? Oui, psychologique. D'accord. Grave problème psychologique, moi, donc je gère tout ça en même temps, à la fois au téléphone pour ma sœur parce que c'est loin. De quoi souffre-t-elle, votre sœur ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Anita, elle a 45 ans. Elle a 45 ans ? Et alors ? Et alors, elle est dans un état pitoyable parce que, elle est très malheureuse. Mais de quoi souffre-t-elle ? Elle souffre de... Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, que depuis toute petite, elle est malheureuse. Depuis toute petite, elle est malheureuse, Anita. C'est-à-dire que lorsqu'elle est née, on lui a toujours dit que c'était un accident, sa naissance. Et ça l'a toujours poursuivie. Qu'on dise à un enfant, vous savez, dans les fêtes de famille, etc.,
Dans des réunions de famille, qu'on vous dise, oui, Anita, elle est là, mais c'est un accident. Et elle a ça dans sa tête. Toujours. Elle n'a jamais été souhaitée dans la vie de mes parents, de maman. C'est pas facile, évidemment, qu'on présente les choses comme ça, d'être un accident. Pour autant, il y a des personnes qui arrivent qui ne sont pas à terre. Oui, mais on vous sent, c'est quelqu'un de très fragile. Oui, certainement. Ça n'aide pas à trouver sa place au sein de la famille et plus tard dans la société. Pour autant, cette souffrance, parce que je vous sens très proche d'elle et très affectée aussi par ce qui lui arrive. Moi, je suis quelqu'un de très famille. Oui, mais j'entends ça, mais il faut aussi quand même que vous fassiez un peu attention à vous. Parce que vous soyez présente, vous voyez, vous pouvez pas non plus absorber toutes les souffrances. Parce que vous allez vous épuiser physiquement et psychiquement. C'est ce que je suis en train de faire justement, et c'est ce qui m'arrive là. Et maman me reproche de ne pas transférer papa, mais moi je peux pas transférer, parce qu'elle dit qu'elle est passée vite fait là. Ça fait une semaine qu'il est hospitalisé et elle est passée vite fait. Alors en plus, elle m'a menti. Parce que là, moi, j'en ai gros sur le cœur, là. Oui, mais Muriel, si le médecin dit que quand même votre papa est très fatigué, que son cœur est assez usé, vous voyez, vous dites que vous avez gardé tout ça pour vous, mais ça serait quand même important de pouvoir en parler à votre mère, parce que votre mère mesure peut-être pas la réalité, la gravité de la situation. Donc elle est en train de dire qu'elle se décharge sur vous, mais peut-être que votre père, il est arrivé dans les derniers moments de sa vie. Enfin, c'est ce que je sais pas ce que vous dit le médecin, mais qu'il y a quelque chose quand même de, voyez, où il est très c'est ce que vous ressentez, semble-t-il. Et puis que le médecin vous dit aussi que son cœur est quand même très très fatigué. Bon, donc c'est important d'en faire part à votre mère, ou en tout cas dire qu'elle voit le médecin avec vous, parce que elle est peut-être en train elle mesure peut-être pas que même si c'est épuisant, même si c'est fatigant, c'est des moments aussi à traverser, parce qu'il n'est pas éternel, votre papa. Bien sûr. Je sais bien. Alors vous voulez protéger votre papa. Il ne s'agit pas à lui, dans la mesure où il ne pose pas de questions, vous n'allez pas lui asséner comme ça de telles vérités. C'est bon. Mais vous ne pouvez pas non plus prendre tout sur vos épaules et protéger tout le monde. Enfin, c'est pas comme si votre mère, elle était dans elle-même très malade. Non, c'est que simplement, c'est compliqué. Elle a quel âge, votre maman ? Elle a 82 ans. Oui, bon, bien sûr, elle est âgée, mais elle est fatiguée parce que tout ça occasionne du stress et de la fatigue. Mais vous êtes vous êtes celle sur qui tout le monde se repose. Alors, votre papa, il peut pas faire autrement. Bon, votre sœur n'est pas en état psychologiquement de porter tout ça. Pour autant, elle, il faut qu'elle s'occupe de sa souffrance à elle et qu'elle se fasse aider. Pour autant, il ne s'agit pas de lui cacher la vérité non plus, par rapport à votre père. Non, mais je lui ai dit. Par contre, je lui ai dit. Oui, c'est important parce que là aussi, comme elle s'est jamais sentie à sa place, il ne s'agit pas de lui voler non plus ces moments-là. Après tout, elle peut avoir envie de voir votre père, de se rapprocher de lui. Bon. Je lui ai dit la vérité, je lui ai dit, tu sais, là, maintenant, papa, il faut comprendre que, voilà, ce qu'il en est, exactement. Donc, elle me dit que, là, pour l'instant, elle ne peut pas bouger, elle est à l'hôpital, mais qu'elle veut venir voir papa. Je lui dis, oui, c'est important. Mais si vous voulez, vous aussi, il est. Mais moi, je peux pas, j'en ai marre, je suis fatiguée. Oui, mais c'est normal que vous soyez fatiguée, vous ne pouvez pas porter tout le monde. C'est ce que je fais. Donc peut-être, oui, mais si ça peut être dans la durée, quelque chose qui s'inscrit dans la durée, et après tout c'est ce qu'on peut souhaiter pour votre père, qu'il fasse des allers-retours entre la maison, l'hôpital, vous il faut que vous teniez le coup, donc peut-être vous vous organisez avec votre mère et vous n'y allez pas tous les jours, ça peut être un jour sur deux.
Ah non, maman, je peux pas compter sur elle. Ah ben oui, mais il faut aussi la mettre un peu dans la mesure où elle n'est pas invalide, hein, où elle peut se déplacer, où elle n'est pas. Mais là, depuis que papa est arrivé la semaine dernière à l'hôpital ici, si vous voulez, elle m'a dit maintenant, tu prends la relève. Et puis, non, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter. Pas complètement dire que vous aussi vous devez faire face à beaucoup de choses puisque elle est présente pour votre sœur, votre mère? Non. Bon, il faudrait peut-être lui dire aussi que par rapport à votre sœur, c'est important. Vous voyez, vous êtes présente auprès de votre sœur, vous êtes présente auprès de votre père. Donc vous pouvez pas porter tout le monde, dire que vous aussi vous êtes fatigué, que vous faites tout ce que vous pouvez, et parce que c'est important pour vous de le faire, mais qu'elle peut pas se décharger entièrement sur vous. En plus, j'ai l'impression qu'elle a un sentiment de culpabilité parce qu'aujourd'hui elle m'a appelée et puis elle me dit on s'est croisés dans le couloir. J'ai dit oui maman, parce que elle est venue avec ma nièce, avec la fille d'Anita justement, voir papa, mais il lui a amené vite fait des vêtements parce que il fallait des vêtements de rechange. Moi, j'avais pris les autres vêtements pour les laver. Et puis, je l'ai juste croisée dans le couloir. Alors qu'elle savait très bien que j'avais rendez-vous avec le médecin. Donc, elle n'a pas attendu. Oui, mais elle est vite, elle fuit. Bon, elle fuit quelque chose qui est pénible. Elle craint finalement ce qu'allait dire le médecin. Elle fuit. Elle me dit il faut qu'on parte parce que ma fille doit aller travailler. Mais Muriel, vous la connaissez, voyez, vous êtes en colère, vous commencez donc déjà vous êtes fatiguée, vous êtes en colère. Donc attention, vous allez vous épuiser et vous ne pourrez plus vous rendre, aller voir votre père, votre sœur, ou en tout cas vous allez y aller. Oui, mais à quel prix? Donc à un moment avec votre mère, vous lui dites je suis pas non plus moi une machine, je peux pas faire face à tout comme ça. On est deux pour le moment à pouvoir faire face. Bien sûr que je suis là et que c'est pour moi il n'est pas question qu'il en soit autrement. Vous pouvez lui dire, mais pour autant, je ne peux pas tout porter seule. Oui. On est ensemble, on est une famille. Oui, famille, exactement. Bon, mais il faut lui dire, mais parce que si vous posez pas de limite, évidemment, elle va dire, c'est Muriel qui gère tout. Bon, alors c'est à vous plutôt que de vous laisser gagner par la colère, de lui dire il faut qu'on fasse alliance là. Oui. Et en plus, quand même, en lui disant, parce que c'est vrai que c'est toujours c'est à la fois beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, beaucoup de tristesse, ces moments-là, mais c'est pas éternel. Voilà, et il faut que vous le disiez, que votre père, il n'est pas éternel et que ça vaut le coup de s'investir auprès de lui. Elle n'accepte pas, maman, elle n'accepte pas. Oui, mais justement, c'est pas. Il faut lui dire, il faut penser à l'après aussi. C'est pas en n'acceptant pas et en pratiquant la politique de l'autruche. Si votre père après n'est plus là, vous voyez, de toute façon, qu'est-ce qu'elle va vous demander après de venir vivre avec elle, de vous occuper d'elle entièrement. Enfin, vous voyez, il y a quand même des limites vous à fixer. Parce que là, c'est de l'épuisement que j'ai. Oui, vous allez vous épuiser. Donc, il est important quand même de dire à votre mère que vous l'entourez de tout votre amour, de toute votre affection, mais que pour cela, pour être vraiment lui apporter le plus possible, le plus d'amour possible, vous avez besoin, vous aussi, un peu d'être épaulé et de temps en temps de pouvoir souffler. De pouvoir un peu, même si vous allez à l'hôpital un jour sur deux, elle peut pas complètement se dédouaner et vous faire porter toutes les responsabilités. Je la comprends, Caroline, en même temps. Oui, mais bon. Là, il a été hospitalisé depuis le mois de septembre. Il est toujours entre les hôpitaux, les centres je sais plus comment ça s'appelle. Non mais d'accord, vous la comprenez, mais pour autant, vous n'allez pas vous continuer comme ça longtemps à pouvoir tout porter. Enfin, n'importe qui s'épuiserait dans votre situation. Ah bon? Évidemment. J'ai pas l'impression de faire tout ce qu'il faut, alors. Vous faites largement ce qu'il faut. Vous êtes très présente, mais la dernière fois qu'elle non, mais vous laissez culpabiliser. Ouais. Elle me dit à quelle heure tu vas, parce que papa m'a téléphoné. À quelle heure tu y vas?
Oui, mais ne vous laissez pas comme ça gagner par la culpabilité et votre mère qui régente tout, mais qui... Ah oui, elle est très autoritaire. Oui, oui, Muriel, mais bon, vous n'êtes plus une petite fille, il faut quand même vous affirmer, là. Hein, et dire que vous ne pouvez pas tout gérer. Que vous faites le maximum... Mais bien sûr. Vous faites le maximum parce que vous aimez votre père et parce que vous aimez votre sœur et vous êtes auprès d'eux. Mais pour autant, vous n'êtes pas invulnérable. Enfin, vous pouvez pas. Il faut même. Vous pouvez lui dire que vous sentez que vous aussi vous vous épuisez. Donc dire on fait face à deux. Je veux bien te relayer. Je le fais de très bon cœur. C'est normal. Mais je ne peux pas prendre ta place. Et puis lui dire aussi que pour votre père, c'est quand même important qu'elle soit là. Comment s'entendent-ils ? Oh là, c'est une longue histoire. Bon, alors c'est peut-être ça. Oui, mais enfin, est-ce que votre père sollicite la présence de votre mère ou pas ? Oui, tout le temps. Bon, alors il faut lui dire à votre mère. Il faut lui dire que vous ne pouvez pas, que vous soyez présente, oui, mais vous ne pouvez pas la remplacer. Vous n'êtes pas votre mère. Non. Auprès de votre père, en plus. Il peut avoir ressentir le besoin de la présence de sa femme auprès de lui, particulièrement dans ces moments-là. Il faut lui dire à votre mère. Dire, bien sûr, moi je suis là en tant que fille, aimante, et je fais tout mon possible, mais c'est toi aussi qu'il réclame. Et vous pouvez un peu lui dire aussi par rapport à votre sœur. Parce qu'après tout, votre sœur, peut-être que ça pourrait lui faire du bien qu'elle voit un peu sa mère, puisque votre sœur, elle est hospitalisée, elle voit pas sa mère. Hein. Non. Donc vous pouvez peut-être lui dire. C'est pas parce qu'elle a 82 ans que vous pouvez pas lui dire des choses. Non, mais elle, c'est comme la reine-mère. Et puis oui, voilà. C'est ce que dit Brigitte, vous la comprenez, mais écoutez-vous aussi au lieu d'écouter les exigences un peu excessives de votre mère. Oui, et puis il y a Jean-Luc qui dit vous pouvez aussi demander peut-être auprès d'associations de visiteurs de malades, voire à l'hôpital, qu'il y ait un relais. D'accord ? Bon courage Muriel. Je vous remercie Caroline. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je vous remercie d'abord de me recevoir. Mais je vous en prie. Je vous admire énormément parce que... Oh non, il n'y a pas de raison. Vraiment, je vous trouve extraordinaire et en plus de toutes vos qualités professionnelles, vous avez une patience d'ange. Et je voulais vous demander un petit peu... c'est-à-dire que je vais passer un cap difficile, là, dans 2 jours. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Bien, je change de dizaine. Ah. Oui. Et c'est une dizaine qui pèse plus lourd que les autres ? Oui, parce que être sexagénaire, ça fait beaucoup quand même. Hein. Oui. Oh là là, autant passer 5, 6, ça allait. Oui. Mais 7, là, j'ai beaucoup de mal à l'accepter. Parce que là, je vois que, je suis là dans la grande descente, là. Hein, il ne faut pas se leurrer. Comment vous vous sentez ? Je voulais vous dire que, si vous voulez, j'ai eu une vie quand même assez dure, à tout point de vue. Et ce qui m'a surtout vraiment marqué à vie, c'est que, bien quand je suis née, donc en 43, ce qui va me faire 70 ans cette année, là dans 2 jours, ma mère avait 47 ans. Ah oui. Oui. Alors vous imaginez 47 ans en 1940. Oui, c'est pas comme aujourd'hui où on voit des femmes de cet âge-là, mais qui sont jeunes. Pas les... Oui, encore, oui. Mais à cette époque-là, moi j'ai toujours vu ma mère les cheveux tirés avec un chignon, habillée en gris ou en noir. Oui, et austère, une image assez austère. Oui. Et elle était dans sa personnalité aussi ? Pardon ? Elle était dans sa personnalité également ? Non, mais enfin, si vous voulez, plus j'avance en âge, plus je me rends compte que vraiment j'ai été vraiment indésirable. Hein. Et surtout que mon père, qui avait 2 ans de plus, lui, il était revenu de la guerre 14 avec une jambe en moins. Alors, j'ai très peu de souvenirs de mon père parce que j'avais 17 ans quand il est mort et je n'ai eu aucune conversation avec lui. Vous aviez des frères et sœurs ?
Ben oui, nous étions 4. Ma sœur aînée avait 20 ans de plus que moi. Eh oui. Et je me rappelle très bien d'un jour où, oh mon Dieu, j'étais dans la cuisine. Il y avait ma mère et sa sœur, donc ma tante, et qui m'ont annoncé que j'étais tante. J'avais 4 ans. Donc, puisque ma sœur aînée avait eu un petit garçon. Je me suis mise à pleurer comme une fontaine, parce que tante, pour moi, ça voulait dire, je voyais ma mère, ma tante, j'avais une autre tante, pour moi, elles étaient vieilles. Donc, petite fille, vous vous êtes dit, oh là là, la vieillesse va me tomber dessus. Mais je ne voulais pas, pas. Oui, ça vous plaisait pas. Pas du tout, non. Oui. Et oui, vous avez toujours été en décalage, vous avez grandi auprès de parents âgés. Donc et finalement élevé comme une enfant unique, puisque vos frères et sœurs, il y avait beaucoup de différences d'âge, donc ils n'étaient plus présents. J'ai été élevée comme une enfant inexistante, plutôt. Non, mais unique, je voulais dire dans le sens que vous n'avez plus vos frères et sœurs, et en plus, oui, c'est ça, vous n'étiez pas la petit dernier comme ça qui bienvenue. Je n'avais pas été désirée, c'est surtout ça. Et je me souviens très bien une fois que ma mère avait rencontré une dame qu'elle connaissait, elles ont entamé la conversation, et puis j'avais peut-être 7-8 ans, et cette dame dit à ma mère, alors c'est votre dernière petite fille? Alors ma mère a dit oui madame, vous pensez, quelle catastrophe. Et ça, je l'ai dans l'oreille. Eh oui. Comme si c'était vous la catastrophe. Oui, c'est dommage en même temps, parce que c'est, comment dire, à un moment, vous voyez, on voit bien, vous allez fêter vos 70 printemps et vous revenez à... On reste marqué par son enfance, mais comment faire pour que ces années-là, qui vous restent, vous pouvez avoir de très longues années, même encore passer d'autres décennies, changer de dizaines, et vous savez, l'espérance de vie maintenant, notamment des femmes, est très longue. Mais pour ne pas être enfermée, prisonnière de cette enfance, comment vous envisagez justement? Voilà, je n'arrive pas à m'en sortir. Je suis toujours dans le passé. Et ça me ruine la vie. Ah oui, je comprends. Ah oui. Et donc, j'ai vu un psychiatre deux fois. Alors, je voudrais savoir, d'ailleurs, je connaître votre avis. Oui. Parce que il m'a dit que je souffrais de mélancolie. Ah oui. Est-ce que c'est vous expliquez ça comment? C'est une forme de dépression. C'est une forme de dépression, la mélancolie. Mais qu'est-ce qu'il en dit au-delà de ça? Est-ce qu'il vous... Parce que c'est pas l'expression romantique où on mourrait de mélancolie. C'est dans sa bouche d'un psychiatre. Donc ça veut dire il faut la prendre en considération, cette humeur mélancolique, justement, qui fait que vous êtes toujours tourner vers le passé et à songer à des choses qui sont difficiles, à être la petite fille qui était la catastrophe. Enfin, vous voyez, comment essayer de sortir de ça, parce qu'après tout, vous avez très bien fait d'aller voir un psychiatre, de pas vous résigner à rester dans des pensées comme ça dépressives, sombres. Donc, qu'est-ce qu'il vous propose au-delà de ça, de dire que vous êtes d'une humeur mélancolique? Non, il ne me propose rien. Bah oui, mais ça c'est le problème. Il m'a dit de revenir le voir quand je le voulais, mais donc même pas de médicaments non plus. Enfin, oui, alors que vous auriez été prête éventuellement à essayer un traitement, voir si ça avait des répercussions un peu sur votre humeur, si vous étiez un peu moins mélancolique, pour reprendre son expression. Oui, et puis tout ça dépend aussi des jours. Enfin, moi, j'ai été mariée. Je me suis mariée à 24 ans pour échapper justement à je n'avais plus que ma mère, mais pour échapper à j'étais vraiment comment vous dire, elle n'avait que moi, et alors nous habitions un tout petit appartement, et je n'avais le droit de rien.
aller au cinéma, oh là là, mon Dieu, mais c'était déjà une catastrophe. Quand je rentrais, j'avais plus de 20 ans. Elle était anxieuse pour vous en même temps. Pardon ? Elle était anxieuse pour vous en même temps. Oh là là. Oui. Elle avait du mal à se séparer de vous. Vous voyez, paradoxalement, parfois, elle disait une chose comme si, peut-être d'un point de vue social aussi, avoir un enfant sur le tard, c'était mal perçu. Ça a dû l'être. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas attachée à vous. Non. Peut-être trop, mais enfin, elle avait du mal à vous laisser partir, en tout cas. Mais comment vous avez eu des enfants ? Et oui, j'ai eu, donc je me suis mariée à 24 ans. Je vous presse un peu parce que je vois qu'il nous reste que 3 minutes. Donc c'est pour ça que j'essaie. Donc malheureusement, vous n'allez pas pouvoir me détailler, puis ça serait un peu long de toute façon le cours de votre vie. Mais comment faire pour que vous soyez dans une perspective un peu plus réjouissante là ? C'est-à-dire que, comme vous dites, vous avez eu le sentiment de ne pas avoir votre place, de ne pas avoir été aimé comme vous le souhaitiez. Comment faire pour qu'aujourd'hui, vous ayez une vie un peu plus douce, un peu plus agréable ? C'est ce vers quoi il faut tendre maintenant. Vous savez, Caroline, il faudrait d'abord peut-être que je sois un petit peu accompagnée, je ne sais pas, parce que moi je suis seule depuis que j'ai divorcé en 1978. Donc effectivement, oui, c'est pas une bonne chose d'être trop seule. Vous avez raison. Moi, j'ai une angoisse qui me prend la nuit. C'est pour ça que je vous écoute beaucoup aussi. Oui. Parce que, alors je me dis, d'un côté, ce serait bien si je ne me réveillais pas. Parce que je n'ai pas envie de me suicider, c'est pas ça. Non. Je n'ai plus aucune envie de vivre. Bon, il faut vraiment que si vous parliez à ce psychiatre, soit qui vous prescrive déjà un traitement et qui prenne vraiment en charge, parce qu'il y a quelque chose de la dépression là qu'il faut soigner. Et si lui, vous le sentez pas, vous sentez pas entendu, comprise comme vous le souhaitiez, allez voir quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a quand même, vous voyez, il faut pas vous résigner au fait de dire, oui, j'ai toujours été dans cette humeur-là. Oui, mais ça, on peut vous aider et quel que soit l'âge, parce que souvent on met ça sur le compte du grand âge en disant, oui, mais c'est normal, c'est pas facile, les personnes âgées sont isolées, sont seules. Mais il y a des dépressions justement chez les personnes âgées qui ne sont pas bien traitées, pas prises en charge, parce qu'on met ça sur le compte de l'âge. Et c'est dommage, parce que il faut pas rester avec une humeur comme ça aussi sombre. Donc voyez quelqu'un, voyez un médecin et parlez vraiment de ça, qui prenne en considération cette douleur morale. Bon courage Elisabeth, je vous embrasse. Merci Caroline. Au revoir. Au revoir.